santé, c'est tout. Quand on a bonne santé, c'est bien. La santé, c'est être bien dans sa peau, être pas malade déjà, être en forme, et puis voilà. C'est bien vivre déjà. La santé, c'est ça, c'est déjà bien vivre. La santé, c'est d'éviter d'attraper des grosses maladies. Donc, la santé, maintenant, pour moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire de la prévention. Et pour bien vivre, il faut avoir déjà le strict minimum. Pour tout le monde d'ailleurs, hein. Pas que pour nous, les gens du voyage. Pour moi, la santé, c'est vraiment la définition de l'OMS, c'est-à-dire c'est un état de bien-être mental, physique et social. Et le social est important à prendre en compte. Donc cette étude, elle a été réalisée grâce aux voyageurs, que je voudrais ici vraiment remercier pour les réponses qui nous ont permis de tirer ces résultats, et en particulier donc, les voyageurs de Gironde, de Creuse, de Charente et de Charente-Maritime. La participation des gens du voyage à cette enquête, elle est essentielle, elle est fondamentale et je pense que c'est ça qui explique son succès. C'est une étude faite pour eux et avec eux. Cette enquête, c'est un questionnaire, mais ce questionnaire, il est assez long. Moi, j'ai participé une fois à une passation sur une aire d'accueil auprès d'une famille. Ça a pris tout l'après-midi. Il fallait qu'il y ait préalablement un climat de confiance pour poser ces questions-là. Quand on parle de santé, on parle de questions intimes, en fait. Et sans l'appui des associations, de gens qui connaissaient les familles, qui rentraient sur les aires en prenant des nouvelles des gens qui allaient être interviewés, derrière, je ne pense pas qu'on aurait pu arriver avec un questionnaire. Quel est votre poids, votre taille ? Ce qui était vraiment extraordinaire dans cette étude, c'est le taux de participation, puisqu'on a eu 74%. Ce qui représente donc 1030 adultes et 337 enfants, donc âgés de 7 à 13 ans. Au sein des associations qui travaillent avec et pour les gens du voyage, on avait des éléments sur l'état de santé de la population. Mais jamais aucun chiffre précis, jamais aucune étude d'ampleur qui permette de le mettre en évidence. Je pense qu'elle est très importante, l'étude là. Très importante. Parce que quand on considère aujourd'hui que l'espérance de vie des gens du voyage, elle est de 10 ans de moins, je pense que c'est pas anodin quand même. Je pense que c'est important de chez les voyageurs qui prennent la parole pour parler, pour savoir des choses, parce qu'eux aussi, ils ont envie de... Enfin, nous, on a quand même envie de choses aussi. Pour moi, faire cette étude, c'était hyper intéressant, nourrissant, parce qu'en fait, on a appris qu'ensemble, on peut y arriver. Si tout le monde se donne un peu de mal, on peut y arriver. En 2017, nous sommes alertés par 2 signaux sanitaires issus de nos systèmes de surveillance à Santé publique France, des cas de saturnisme en Charente et l'épidémie de rougeole en 2017 qui touche particulièrement la région chez les étudiants et les gens du voyage. Or, on se rend compte qu'on n'a absolument aucune donnée sur cette population, complètement invisible de nos études, et donc on décide de faire une étude sur l'état de santé des gens du voyage de façon beaucoup plus générale pour mieux comprendre les conditions de vie et leur impact sur leur santé. Évidemment, et malheureusement, comme nous le pressentions, le travail de Stéphanie van der Troen et de Santé publique France a confirmé nos intuitions et montré que la situation était même encore plus inquiétante, plus pessimiste que nous ne le pensions, d'où la nécessité de mettre en place des actions. Les résultats de l'étude confirment l'état de fragilité qu'ont supputé des gens du voyage. Des chiffres circulaient quand même parcellaires, encore une fois, mais un peu inquiétants, sur notamment une espérance de vie plus courte qu'en population générale. Donc à partir de là, ça veut dire que l'état de santé était plus dégradé en moyenne qu'ailleurs. Moi, je ne pensais pas que c'était autant déplorable que ça. Vers les gadgets, c'est pas si tant élevé que ça. Tandis que vers nous, vers les voyageurs, les résultats sont élevés. En tout et pour tout. C'est la sécurité sociale qui ne va pas être contente. Ben oui.
Une personne saine, ben, il ne devient pas un problème pour l'État. Et c'est vrai. Alors donc je pense qu'il faut s'inquiéter de ça. Et pourquoi il y a des chiffres aussi importants? Donc de manière générale, on a été surpris par l'ampleur de la difficulté des conditions de vie et d'habitat, la fréquence des maladies chroniques, beaucoup plus fréquente qu'en population générale, ainsi qu'un moindre recours aux soins et à la prévention. 50% des adultes ont dû renoncer à un soin de santé dans l'année contre 25% en population générale. Ça fait beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne vont pas se faire soigner, qui gardent leur mal. Moi c'est pareil, hein. Il faut que je sois vraiment malade pour y aller. Hein. Sinon, j'y vais pas. Et puis la plupart du temps, on se guérit tout seul en fait. On se guérit tout seul avec des produits qu'on fait nous. Ils ont peur, mais ça évite pas la peur n'évite rien. Parce que bien souvent, c'est trop tard. Quand on a peur, les gens, c'est tard. Moi, j'ai vécu ça, hein. Je sais ce que c'est avec mon mari. Hein. S'ils se refusent à aller se soigner pour la mobilité, s'ils n'ont pas le permis ou s'ils ne peuvent pas accéder, par exemple, à des ambulances pour les emmener pour leurs soins, ben, ils n'y vont pas et leur santé se dégrade. L'accès au terrain, c'est difficile parce qu'on a un chemin et il n'y a pas de goudron, il y a plein de trous. Et pour que des pompiers ou le taxi, si on a vraiment besoin, c'est vraiment dangereux. Chez nous, du moment qu'on a nos deux jambes pour se lever, nos deux bras peuvent travailler, on est en bonne santé. Mais avec une étude comme ça nous montre que non. Ça nous montre qu'on a besoin de faire de la prévention, c'est besoin de consulter les médecins. Donc ce renoncement aux soins, il interroge sur l'accessibilité des soins, sur le renoncement peut-être pour raisons financières ou pour d'autres besoins qui seraient jugés plus prioritaires. Alors que 90% des enfants en population générale sont vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à 2 ans, ça concerne qu'un enfant sur 2 chez les gens du voyage pendant leurs 2 premières années. Et ensuite, on a un rattrapage vaccinal, donc les enfants se vaccinent au cours des années qui suivent. La rubéole, les oreillons, c'est des maladies graves, quoi. Toi, tu as pu faire vacciner Elias facilement? Ben, cet hiver, ça a été compliqué. Il était en retard dans beaucoup de vaccins. Parce qu'il a eu brocolite sur brocolite. Mais dès qu'il a été mieux, ben là, je suis en train de tout rattraper. Il y aurait juste un rappel et il est à jour dans ce vaccin. Mais tous mes enfants, je suis à cheval sur ça. Brandon, mon fils, on l'a vacciné très tardivement, alors que les autres, non. Très tardivement, parce que souvent, il était malade. Des rhumes en répétition, des bronchites en répétition, des bronchiolites en répétition. Et si vous avez fait cette étude-là sur la santé des gens du voyage, penchez-vous sur la santé de nos petits-enfants, de la naissance jusqu'à un certain âge, lorsqu'il vient un peu plus solide, un peu plus sevré, on va dire. Ben, vous verrez que beaucoup parmi les gens du voyage, ils font des maladies respiratoires terribles, terribles. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de vaccins chez les enfants. Parce que les mamans, ils ont peur, on est toujours au grand air, ils sont dehors, on n'est pas bien installé, c'est très humide nos caravanes, c'est très froid à l'intérieur. Ce qui fait que les petits-enfants, ben, quand on les vaccine, mais ils font des réactions, c'est normal, c'est les vaccins. Ils font de la fièvre, ils font des choses comme ça, mais ils ont peur. Et moi, je crois, à mon niveau à moi, je crois que c'est là le vrai problème. Ben, de plus parler aux familles qui sont dans les difficultés de lire et écrire, de leur rappeler que c'est important pour leurs enfants la vaccination et que s'ils ont des questions par rapport au vaccin, de les poser et aussi aux médecins de dire c'est pour le bien de vos enfants de faire ces vaccins parce que s'ils attrapent par exemple la rougeole ou les oreillons, ça peut être plus grave que s'ils ne sont pas vaccinés. Donc de manière générale, on observe que les maladies chroniques sont plus importantes chez les voyageurs qu'en population générale. Chez les adultes, 24,7% souffrent d'hypertension artérielle, un grand pourvoyeur de maladies cardiovasculaires. 17,3% souffrent d'asthme. 14,4% souffrent de diabète. 36,6% des adultes souffrent d'obésité. Et plus inquiétant encore, chez les enfants, plus de 17%. Et on note 14,4% des adultes qui souffrent d'épisodes dépressifs majeurs. Donc la santé mentale n'est pas non plus épargnée.
Ben moi j'ai 4 enfants asthmatiques. Et les petits-enfants, pareil. Il y a beaucoup de mes petits-enfants qui sont asthmatiques. On est beaucoup fragile sur ça. Ouais, c'est de famille en famille. Toi, tu es asthmatique et dans ta famille? Ah oui, oui, on est tous asthmatiques ici. Ouais. On fait des crises d'asthme par rapport à l'humidité et le brouillard. Et voilà. J'ai 2 enfants, et ils sont asthmatiques, ils sont déclarés et tout. Ouais. Maintenant, ils ont grandi et plus tu grandis, t'en fais moins. Mais quand ils étaient petits, oui. Ils ont été à l'hôpital de Bordeaux et tout. Ouais. Après, bon, l'humidité, c'est vrai que la place, ça c'est pas bon non plus. Parce que ça tombe dans les poumons. Hein. Il y a le petit ruisseau qui coule là, vous avez vu? Avec l'humidité et tout, c'est. Voilà. Même les caravanes, ils sont en train de prendre l'humidité, les caravanes. 24,7% souffrent d'hypertension. C'est beaucoup. Je suis dans le lot. C'est vrai, bon, c'est vrai, je ne m'en ai jamais rendu compte que j'avais de la tension. Jamais, j'ai jamais. Puis un jour, j'étais pas bien, j'étais rouge dans la figure, j'avais des mal de tête, je me sentais pas bien. Ma fille m'a emmenée au médecin. J'avais plus de veine de tension. 36,6% d'obésité. C'est énorme. J'aurais pas pensé. Après, je dis, on aime bien pour manger, donc c'est vrai qu'on aime bien manger. Hein. Et en fait, faut pas trop y aller chez les uns les autres, quoi. Si on est arrêté sur une place, par exemple, l'autre va manger, ben viens, non, j'ai pas faim. Si, mange. Et même on va boire le café, il y aura toujours quelque chose. Ou... Je vais te dire, les voyageurs, c'est des bons mangeurs. Ils aiment tout ce qui est bon. On ne voit pas nos enfants, pour nous, ils sont gros, bon ben, c'est pas dangereux. Mais si, c'est dangereux, mettons. Ben, quand tu es dans l'obésité, comme moi par exemple, moi ça m'empêche de beaucoup de choses. Ben, déjà la mobilité, hein. Parce que plus tu vas être en obésité, ben déjà le cœur est fatigué, tu respires mal. Donc ça peut engendrer de l'apnée du sommeil, comme des crises d'asthme, et avoir des problèmes au poumon. Ça peut engendrer aussi sur la circulation du sang, ça joue sur beaucoup de choses, l'obésité. Hein. Mais en vérité, je l'ignorais totalement qu'il y avait un chiffre aussi important parmi les gens du voyage. Parce que quand même, autrefois, on avait quand même une vie plus ou moins saine au niveau de la nourriture. Mais si vous voulez, aujourd'hui, les mœurs se changent. Notre culture alimentaire, elle change aussi. On rentre dans le moule, quoi. Et puis, tous nos jeunes, malheureusement, on ne prend plus le temps de cuisiner comme il faut. Alors, le physique, c'est important. Mais la priorité, c'est d'avoir déjà une bonne vie psychologique. C'est surtout ça, parce que le psychologique a un effet terrible sur la santé. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de la dépression chez nous. Et il y en a plein. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Il y a quelques années qu'on voit ça évoluer chez nous. Et on se pose des questions là-dessus. Pourquoi? Comment des jeunes chez nous, alors que nous, les gens du voyage, on ne connaissait pas ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est de plus en plus confrontés à ça. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a tant de nombre de mal-être comme ça chez notre jeunesse. Et chez des personnes aussi plus âgées. Ils ne comprennent pas. Il y a des jeunes qui viennent vers nous, des fois, qui nous disent qu'ils pleurent le soir tout seuls. Et ils ne sont pas bien, ils se posent des questions, ils n'arrivent pas à donner un nom à leurs problèmes. Et on s'aperçoit qu'ils font vraiment de l'angoisse. Alors, je crois, moi, une chose, c'est ce que je m'aperçois de ça, en fait. Hein, c'est ma définition à moi. Je crois que c'est l'environnement dans lequel on se trouve. Le climat dans lequel on se trouve aujourd'hui, nous, on a l'impression que plus on avance et plus on réduit l'espace de notre vie. Et ça, on le ressent de plus en plus. Et si vous voulez, on a l'impression d'être enfermé dans une cage, quoi. Et de ne plus pouvoir en sortir.
Bon, on est bien, là je suis bien installée, je suis bien. Mais si j'avais une caravane, je serais bien aussi, je ne serais pas là. Hein. J'aime ma vie, j'aime ma vie, mais j'en ai marre. Et je voudrais, maintenant, je voudrais être bien, quoi. On voudrait seulement un minimum de confort, et la France n'est pas le moyen encore de nous donner, en fait. Et c'est dommage, quoi. Nous, ici, à part besoin que le chemin soit bien refait, hein, on a besoin vraiment de rien, en fait. Je n'échangerai pas ma vie pour aller dans une maison, dans un appartement qui n'a pas de jardin. Ah non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Moi, comme je dis toujours, j'ai toujours ma caravane avec moi parce que la caravane, c'est la liberté. Si on nous enlève la caravane, ils nous tuent. Ils nous tuent en fait. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vivre en caravane, mais dans un lieu adapté, en sécurité pour nous et nos enfants à venir. Je pense que là, il y a quand même une réflexion à avoir, parce qu'il y a une loi qui dit qu'on doit donner assistance en personne en danger. Et là, c'est un vrai danger. Quand il y a l'espérance de 10 ans, et 10 ans, c'est pas n'importe quoi. 10 ans, c'est 10 ans de belle vie, c'est 10 ans vivre avec ses enfants, c'est 10 ans vivre avec ses petits-enfants, d'avoir ce bonheur-là de pouvoir le vivre. Mais comme personne n'est privé de vivre ces moments-là, l'espérance de vie de moins de 10 ans, c'est très important. C'est grave même, très très grave. Donc toutes ces maladies chroniques, qu'elles soient cardiovasculaires, endocriniennes ou respiratoires, ont un lien, sont souvent multiples, hein, mais ont un lien avec l'environnement. Et ce qui a été vraiment surprenant dans cette étude, c'est qu'on a pu lier la prévalence de ces maladies chroniques aux conditions d'habitat de vie des voyageurs, et plus leurs conditions de vie étaient dégradées, plus la fréquence des maladies était importante. Par exemple, plus de 20% de cette population n'a pas accès à l'eau courante potable. Plus de 40% de cette population n'a pas accès à un bloc sanitaire digne de ce nom et décent. Ces accès à des services de base, que sont l'eau, l'électricité, le chauffage, si ces accès ne sont pas assurés, on peut tous comprendre que la santé est impactée. Être bien logé, ça veut dire avoir un logement qui soit sécurisant, un endroit où on se ressource, un endroit, et quand je dis endroit, c'est non seulement le logement, l'habitat, mais aussi le quartier. Donc un endroit où on se sent bien et qui est ce qu'on appelle favorable à la santé, que ce soit sur le point de vue physico-chimique, sur le point de vue de la sécurisation des installations, d'un point de vue du bien-être du quartier, c'est-à-dire avoir suffisamment d'espace vert, d'eau, d'un environnement, ce qu'on appelle favorable à la santé. J'ai pas le courant, non. Non. Je prends de l'eau dans les bidons en plastique. C'est transport dans les bidons, dans des cuves. Donc, ce qui veut dire c'est de l'eau qui est stockée plusieurs jours, donc ça peut engendrer des bactéries. Sans l'eau courante, on fragilise toute la pyramide des besoins, hein, aussi bien de se nourrir que de se soigner et des conditions d'hygiène. Bon, même qu'il y a les toilettes communales et puis il y a les charriers l'eau, c'est difficile ça. Hein? Ou soit ils ne sont pas accessibles. Il peut y en avoir, mais ils ne sont pas accessibles parce que tu n'es pas un camping-car. Parce que dans notre commune, il y en avait. Il y avait la douche, il y avait les sanitaires, mais que pour les camping-cars. Il n'y en avait pas pour les gens du voyage. Avant, on pouvait stationner, mais maintenant, ils ont mis des barrières. Et ils sont partis là. Il n'y a que les camping-cars qui ont le droit d'y aller. Je vais aborder quelque chose, bon, tant pis, c'est tabou, mais c'est pas grave. Quand vous avez des infrastructures comme celle-ci, et vous avez des toilettes turques, et que vous avez des personnes âgées, à mobilité réduite, comment ils font ces personnes-là? Expliquez-moi. Un enfant qui a mal au ventre, qui ne peut pas aller aux toilettes comme il veut, ça peut y amener d'autres choses, c'est vrai. C'est des choses qu'on ne devrait même pas batailler. C'est logique. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça encore?
Ah oui. Oh oui, j'en connais plein. Plus que tu crois. Après, il y a certaines campings qui sont équipées des douches, mais c'est pas toute camping que la douche marche. Ou certains modèles n'ont pas la douche. Donc ben, ils prennent un seau et ils se lavent dedans. Ben, quand il fait froid. Des fois, dans certaines campings, ben, tu peux pas mettre la bouilloire à chauffer et par exemple mettre le chauffage. Parce que ça peut disjoncter. Donc le temps que tu fais chauffer les bouilloires d'eau chaude pour tes enfants, ou pour toi pour te laver, le temps qu'après que tu fais chauffer un peu la camping pour te laver, ben, tu peux tomber malade. Mais disons qu'on a connu quand même une période où ben, ma femme elle lavait encore à la main. C'était les mains dans l'eau, on n'avait pas l'eau chaude. Et tout ça, ben, ça a été terrible, terrible, terrible pour la santé de des mamans, la santé de nos enfants. Moi, je me souviens, je vais vous dire ça comme ça, je peux pas le dire autrement, c'est ma vie. Pour se laver, on allait rouvrir la bouche d'eau, et puis des fois, même en plein hiver, ben, on se lavait sous l'eau froide. On sent que tu l'as vécu. Hein. Ben, l'eau potable, on avait des transports dans les bidons. On allait au cimetière, sans permis, pour prendre l'eau. Le risque déjà de se faire prendre, hein, tant pis. Mais il fallait de l'eau pour se laver, pour manger, pour tout. Hein. L'électricité, ils auraient pu prendre des dizaines de bois, le bois. Malgré qu'on avait l'autorisation du maire pour les compteurs provisoires, mais l'accès pour les dégâts n'était pas jojo. C'était des raccords et des raccords de fil sur plus de 400 mètres. Hein. Donc si le bois il prenait feu, tout prenait feu. Hein. Je pense que l'électricité doit être un droit commun pour tout le monde, comme l'eau. On vit en caravane. Nos caravanes, ils ne sont pas isolés comme une maison. L'isolation n'est pas la même que dans une maison. Si vous voulez, on est obligé, en hiver, dans des périodes de grand froid, on est obligé de chauffer la caravane 24/24. Ne serait-ce que 5 minutes le chauffage éteint. Vous avez l'impression de rentrer dans un frigo, quoi. De vous loger dans un frigo. Je pense que personne ne veut dormir dans un frigo. Notre place, c'est pas dans un frigo. Et on a besoin de chauffer nos caravanes. Et on a besoin de chauffer en permanence. La paroi d'une caravane, ça fait à peu près 5 d'épaisseur, pas tout à fait. Isolé par une bande de polystyrène, ce qui permet l'isolation. Mais c'est pas comme vous avez des murs qui font des parpaings de 20 cm d'épaisseur avec l'isolement à l'intérieur où on peut tenir chaud. L'endroit, malheureusement, le coût de la vie, on est impacté plus que d'autres. C'est que, on chauffe électrique, parce que nos caravanes, ils ont des infrastructures à l'intérieur qui ne nous permettent pas toujours, la mienne toujours, elle est comme ça, qui ne permettent pas de mettre du gaz en permanence dedans, parce que c'est électrique, électronique, avec des chauffages électroniques. Et si vous voulez, ça revient très très cher pour nous. Et on ne peut pas trop assumer toujours nos responsabilités à cause de cela. Mais directement, pour répondre à cette question-là, parce qu'elle est importante, notre santé est impactée direct. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous dormez dans un endroit où les variations de température sont phénoménales, vous rentrez dans une caravane, il peut faire 30 degrés, et puis 5 minutes après, il peut faire... vous avez une chute de 20 degrés, 20-25 degrés. C'est énorme pour la santé. C'est pas parce qu'on vit en caravane qu'on n'a pas besoin d'un coin pour se laver correctement, d'un petit coin cuisine et d'un toilette. C'est tout le monde pareil, je pense. Hein. En aucune question, la caravane est mise en cause. Parce que notre caravane, c'est notre mode de vie. On peut améliorer les choses, mais on ne peut pas essayer de faire changer une culture. Parce que faire changer une culture, c'est une atteinte à la liberté. Une culture, il faut la respecter telle qu'elle est. Par contre, on peut essayer d'améliorer les choses. Et améliorer les choses, c'est faire les choses de façon à ce que les gens vivent sereinement. C'est pas la caravane qui nous met en mauvaise santé, c'est l'environnement autour qui nous met en mauvaise santé. La question est dans quelles conditions est implantée la caravane, sur quel terrain, dans quel environnement, dans quelle proximité des services publics et de ce qui fait la vie en général. On peut vivre dans une caravane et être en parfaite santé si, tout autour, les services sont présents, les politiques sont adéquates et finalement la société fait en sorte que la vie y soit possible de manière digne et sécure. D'être dans des terrains vagues
au milieu de la pollution, des usines, des déchetteries, c'est pas une vie non plus. Tu as toujours peur en fait, tu as toujours peur du danger, tu as toujours peur où les gamins, tu vois, parce qu'un enfant d'un an, tu le mets là, 2 secondes après, il se retrouve à 500 mètres plus loin, quoi. À moins de, je crois qu'il y a à peu près, ouais, on va dire 150-200 mètres, on a une déchetterie. À peu près 300 mètres, on a un crématorium. Alors ça évoque pas des choses très simples pour nous, ça. Hein, parce qu'on a aussi une histoire, et ça évoque pas des choses très saines pour nous. C'est très présent dans notre esprit, ça, encore. Je crois que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, vous savez de quoi je veux parler. Hein, je dis les mots, j'en profite parce que vraiment pour l'écouter. La Shoah, elle a existé pour les Tziganes aussi. Et on en parle très peu. C'est vraiment dommage. C'est très très grave. On vit à côté d'un crématorium. Alors ça évoque plein de choses. Des choses qui sont dures à accepter pour nous. Pour moi, j'étais pas né, Dieu merci. Mais c'est quelque chose de très présent dans mon esprit. Parce que nos parents ont vécu ça. Et vivre à côté d'un crématorium, c'est pas terrible en fait. D'avoir créé une aire d'accueil à côté d'une telle chose. On est encerclé par une clôture qui fait 2 mètres de haut, avec une seule rentrée. Prenez-en conscience surtout quand vous allez écouter cela. Très important. Et c'est ça aussi, la psychologie. En fait, depuis le rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, il y a plus de 20 ans, on sait que les gens du voyage, les Roms, sont la population la plus discriminée dans tous les temps et dans tous les pays. Et cette discrimination a évidemment des conséquences sur leur état de santé. C'est aussi ce que cette étude met en évidence. C'est très grave, parce qu'on a l'impression qu'aussi qu'on est un peu oublié. On est un peu oublié. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on n'est pas forcément entendu alors. Ou soit de la mauvaise manière. Ces résultats sont véritablement le fruit d'un ensemble de politiques publiques accumulées depuis des années, sans revenir à la loi de 1912 sur les nomades, qui font que les gens du voyage sont considérés comme une population à part, que personne ne veut véritablement voir, que tout le monde a envie d'envoyer ailleurs, et donc on les met le plus loin possible, là où on considère que finalement on ne peut rien faire d'autre. Ni logement, ni services, ni industrie, des lieux véritablement impropres à la vie quotidienne. C'est donc pas une fatalité, c'est bien le résultat, encore une fois, de la discrimination et de la mise à l'écart de cette population. Donc, il y a aussi des possibilités d'agir et de changer cela. Cette étude va nous servir aussi à ça. Donc agir sur l'habitat et les conditions de vie est d'autant plus primordial qu'on est dans le changement climatique maintenant et qu'on fait face à des températures extrêmes qui peuvent être particulièrement délétères pour des organismes où il y a déjà des maladies chroniques et qui sont en plus exposés de façon disproportionnée à toutes ces températures, que ce soit le froid ou les canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus précoces. Moi, de toute façon, comme je disais au départ, l'étude m'a mis... ça te met un chaos. Chaos. Déjà depuis le début. Moi j'espère juste un jour, cette étude, d'ici quelques années, d'ici un an ou deux, qu'on voit une épelle de cheveux évoluer de sur ça, ça serait énorme. Parce que sinon ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu peux le foutre dans la placard, ça sert à rien. Après ce qu'il y a aussi, il faut que les voyageurs s'y mettent aussi d'eux-mêmes aussi. Je sais qu'il y en a que c'est pas évident. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a pas mal de circulation, de mobilité. Je comprends ça. Mais en fait, si quelques voyageurs se mettent, qui se lèvent et mettent du poids sur la table, je pense que ça peut se réduire plus. Tous unis, nous pouvons changer. Et c'est ça. Lorsqu'on a mis en évidence que les conditions dans lesquelles on fait vivre une population ont des conséquences défavorables, des conséquences graves sur leur état de santé, on ne peut pas en rester là et il faut renvoyer à la responsabilité du politique, de l'État aux collectivités locales, comment on met en œuvre
les conditions qui permettent une vie décente, une vie normale à une population quelle qu'elle soit. Alors, est-ce que ces résultats sont une fatalité? Non, on peut agir. Et je pense indispensable donc de pouvoir promouvoir ces résultats, déjà pour les faire connaître, montrer l'impact de ces conditions de vie et de l'habitat peut avoir sur la santé, et de réunir tous les acteurs concernés avec les gens du voyage eux-mêmes pour réfléchir à une meilleure implantation des aires d'accueil, par exemple, ou à mobiliser les médiateurs en santé qui pourraient permettre un meilleur accès, notamment aux services de soins et de prévention en santé. C'est une question de sens politique qu'on veut mettre dans la lutte contre les inégalités de santé et le vivre ensemble. Ils nous ont ouvert les portes, on a fait tout ce qu'ils nous ont dit. Et chacun maintenant qui nous donne la réponse de dire qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça soit à l'échelle nationale. Il faut que ça soit pas que dans le département de la Creuse, la Charente, Charente-Maritime, la Dordogne, tous les alentours de la Nouvelle-Aquitaine. Non, il faut que ça soit à l'échelle nationale. Il faut qu'ils s'occupent de la santé des voyageurs. Il faut qu'ils fassent ça partout. Moi, j'attends ça de cette étude. Que ça ne soit pas juste pour nous, que ça soit pour tout le monde, pour tous les voyageurs. Donner à tous les voyageurs la chance que nous, on a eue en ce moment. L'ARS souhaite, suite à cette étude, poursuivre et amplifier des actions de santé qui améliorent l'état de santé des voyageurs. Elle a déjà mis des moyens pour soutenir des actions de prévention, de médiation, concrètement des gens qui viennent auprès des populations pour leur proposer de l'accès aux soins. Donc c'était notre feuille de route 2018-2023 et la nouvelle feuille de route qu'on vient de réécrire, donc notre programme régional d'accès à la prévention et aux soins 2023-2028, dit on va renforcer ces actions de médiation auprès des populations les plus éloignées du soin, les gens du voyage, mais aussi d'autres populations, au regard des besoins pour être accompagnés. Donc on va poursuivre et le point positif que j'y vois, c'est que non seulement c'est une préoccupation de notre ARS, c'est une préoccupation d'autres ARS, mais c'est aussi une préoccupation nationale. Et dans la nouvelle stratégie nationale de santé, une partie de la stratégie est dédiée à dire on va renforcer et déployer les actions de médiation en santé. Donc il faut des actions concrètes, c'est essentiel, mais aussi je pense que ça a contribué à une prise de conscience de continuer de renforcer une stratégie nationale pour l'accès aux soins des gens du voyage. Une des autres mesures qu'il faut absolument faire avancer, sur lequel avec la Commission nationale et les associations on travaille depuis longtemps, c'est la reconnaissance de la caravane comme toute ou partie du logement. Aujourd'hui, la caravane n'est pas considérée comme un logement et tous les droits, que ce soit les prêts immobiliers, que ce soit les APL, que ce soit les aides pour la rénovation thermique, tout ça n'est pas accessible aux gens du voyage parce que la caravane n'est pas considérée comme un logement. Donc cette étude, on a eu du mal à la monter, on l'attendait, on l'a, elle prouve à l'évidence que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Aujourd'hui, c'est pour nous un levier pour un plaidoyer auprès de l'ensemble des acteurs, l'ensemble des responsables, pour qu'ils prennent véritablement leurs responsabilités à l'égard des gens du voyage et leur permettent de vivre dignement comme tout le monde. Les chiffres, ils viennent objectiver la situation. Et si on veut dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place entre les chiffres que l'enquête a montrés et finalement aller vers un état de santé équivalent à celui de la population générale, ben voilà les actions qu'il faut mettre en place en face. Ça permet finalement d'avoir un plaidoyer pour avoir une politique publique construite dans la durée. Moi, personnellement, ça m'a fait chaud au cœur, ça me fait du bien, parce que maintenant, on va prendre soin de notre santé. Encore une fois, je tiens à dire merci aux voyageurs qui ont participé, parce que ça n'était pas facile, aux associations qui les ont accompagnés, et puis bien sûr au pouvoir public, Santé publique France, ARS, qui se sont mobilisés, qui ont véritablement rendu cette étude indispensable possible. Merci.
Je voudrais remercier particulièrement les voyageurs de nous avoir accordé leur temps pour cette étude qui est vraiment inédite et pour Santé publique France, c'est une grande première. Merci beaucoup pour ça. Merci à ceux qui ont fait ça parce que c'est bien de ce qu'ils ont fait, quoi. C'est bien de les mettre un peu en avant, quoi. Parce que sans eux, il n'y a rien eu de fait. Donc merci à ceux qui ont participé.